Mr. Watts, you're in the building. Are you here or are you here? Ouais, écoutez, ça va être en français aujourd'hui. Donc, la musique, là. Alors, on va diminuer la musique, on va arrêter la musique. Ça va être en français aujourd'hui. Dites-moi si vous m'entendez et d'où est-ce que vous m'entendez. Aujourd'hui, nous avons notre invité Bonheur Mwamba qui est à Kinshasa, au Congo, en République démocratique du Congo, qui va donc nous parler de la réalité du terrain. Vous savez qu'on avait essayé de l'amener la semaine passée et qu'il était à Goma, à l'est donc du Congo, et que la communication n'était pas très bonne. Alors aujourd'hui, on va avoir cette conversation. On est content d'être ici. Alors aujourd'hui, nous sommes vendredi le 23 février 2024 et il est 13 heures à Vancouver au Canada. Et il est 22 heures à Kinshasa et donc nous sommes en train de parler du conflit entre le Rwanda et le Congo et nous sommes en train de nous dire qu'on doit se dire la vérité. On doit se dire la vérité. C'est la solution depuis toujours, depuis l'éternité, depuis tout ce temps. Et un des grands problèmes, c'est le mensonge, c'est les manipulations, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de mensonges et de propagande. Donc, on va essayer là, cette semaine, j'étais en train de parler aux gens sur Facebook, en train de dire que au Rwanda, là, la culture rwandaise, là, on a un sérieux problème avec la vérité. Yo, j'étais en train de dire aux gens que les gens aiment trop, trop, trop mentir dans la culture rwandaise et qu'aujourd'hui, j'allais vous expliquer comment, pourquoi. Mais vraiment, je peux vous dire que dans la culture rwandaise, les gens aiment trop, 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 trop mentir. Ça fait partie de la culture. On appelle ça ubwenge, hein, mais pas exactement. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais vous expliquer. Or, la solution, c'est la vérité. La fondation, c'est la vérité. On doit se dire la vérité. Donc, là, on est dans le dialogue, un dialogue de paix et de joie entre Congolais et Rwandais. Et puis, on va voir qu'est-ce que ça donne. Bienvenue à tout le monde. Mettez dans les commentaires, partagez sur toutes les plateformes où vous êtes. On est en direct partout et puis le show aussi va passer à la télé. Pour ceux qui sont au Canada, c'est sur Shaw et le schedule, c'est sur notre website, donc watch.com. All right, la famille. Donc, merci d'être Yo, je sais pas c'est qui a mis cette intro, man. Ça, là, c'est pas l'introduction que je voulais, oh. Mais c'est pas grave. On est ici. On va commencer le show. On va amener notre invité. Alors, monsieur Bonheur Mwamba, merci d'être là. Alors, aujourd'hui, vous êtes à Kinshasa et puis vous allez nous parler donc de la situation sur le terrain entre le Rwanda et le Congo, et puis de ce que vous avez vu en étant dans la région qui est le plus touchée, donc votre voyage par rapport à là-bas. Et puis surtout, ce qu'on voulait savoir aussi, c'est qu'est-ce que la diaspora peut faire? Qu'est-ce que les Rwandais qui sont avec le peuple congolais peuvent faire? Et puis, de quoi est-ce que vous avez besoin? Parce que c'est une campagne internationale et il y a le rôle de tous ces pays où nous sommes, hein, que ce soit les gens qui sont aux États-Unis, les gens qui sont au Canada. Le Canada, les États-Unis ont un grand rôle dans le drame congolais aussi. Donc, de quoi est-ce que vous auriez besoin là, au-delà de
du Congo. Oui, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis content de participer à ces shows. Euh, Déjà, je rends hommage à tous les Congolais qui sont à l'est de notre pays. J'ai été à Goma la semaine passée et moi-même j'étais frappé par la résilience de cette population. C'est une population qui subit les affres de la guerre, mais qui arrive à rester debout malgré la guerre, malgré la présence des terroristes RDF M23 qui sont non loin de la ville de Goma. Et je salue la bravoure de cette population. Et depuis un certain moment, nous avons lancé des actions sur ce qui se passe à l'Est. Et nous avons voulu à ce que le monde entier comprenne la vraie réalité de ce qui se passe. Parce que vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle de la guerre de l'Est, on constate que c'est une guerre qui date des années. Ça fait près de 30 ans. Et c'est au grand silence du monde entier, au grand silence de la communauté internationale. On tue les gens à l'est de mon pays et aucune nation, aucune nation ne dit mot en fait. Et nous voulons sortir de cette rhétorique. Nous voulons pousser le monde à parler nous voulons pousser le monde à parler de ce qui se passe à l'Est. Nous saluons la démarche de nos joueurs et de tous les peuples congolais et nous attendons aussi beaucoup du peuple rwandais. Personnellement, je parle avec beaucoup de Rwandais qui partagent les douleurs du peuple congolais, mais seulement on ne doit pas s'arrêter à montrer notre solidarité à travers les mots. Il faut aller au-delà. Donc, il faut mener des actions à l'international, en interne au Rwanda. Oui, à l'international aussi, à l'international surtout parce que ça compte. Il faut démontrer au monde entier qu'il se passe un génocide à l'est de la République démocratique du Congo. Et garder le silence, c'est participer, c'est être complice à ce génocide. Donc, nous attendons beaucoup du peuple rwandais. Moi-même, je suis un défenseur de l'unité entre les peuples rwandais et congolais parce que je me dis, nous avons un adversaire commun qui est Paul Kagame. Aujourd'hui, Paul Kagame, c'est l'adversaire des Rwandais, c'est aussi l'adversaire des Congolais. Les Rwandais ont besoin de la démocratie, ils ont besoin de la paix, de la liberté. Et actuellement, c'est impossible d'être en paix avec la présence, avec les régimes de l'FPR, les régimes du terroriste Paul Kagame. Donc, c'est un peu ça que nous attendons du Rwandais, des actions des actions contre les régimes rwandais en faveur de la population congolaise. Alors, quand vous voyez, par exemple, tout dernièrement, là, je suis en train de montrer aux gens votre page Twitter pour qu'ils vous suivent. Quand vous voyez, par exemple, l'Union européenne signer des accords avec le Rwanda pour des minerais, alors que c'est connu depuis des années maintenant, que le Rwanda pille le Congo et tue au Congo et commet un génocide au Congo. Il y a le tout dernier livre de Onana, Holocauste au Congo, là. Les gens ne peuvent pas prétendre qu'ils ne sont pas informés. Et que malgré ça, on voit l'Union européenne signer des accords donc pour acheter des minerais au Rwanda. Vous savez, donc le Rwanda existe depuis des multimillénaires à côté du Congo. Le Congo existe depuis des multimillénaires. Donc, si le Rwanda avait eu des minerais assez importants juste à vendre à l'Europe, on l'aurait su depuis des années. Le Rwanda n'est pas un pays qui est né en 94, comme justement le régime du Kagamistan aime dire qu'il est né en 94. Non, le Rwanda et le Congo sont des pays et tous sont des voisins depuis des millénaires.
Et puis, depuis que donc on a eu ces prédateurs et ces colonisateurs, ils sont toujours venus chez nous, ils sont toujours venus chez vous, et ils ont toujours dit les minerais sont du côté du Congo. La richesse, tout le monde sait, les recherches ont été faites depuis des années. Et puis donc, on sait aussi que le Rwanda fait la guerre et a envahi et pris au Congo. Donc, quand on voit l'Union européenne faire des deals avec le Rwanda, est-ce que donc il y a eu comme un miracle, une apparition miraculeuse de minerais au Rwanda? Donc là, le Rwanda va vendre des minerais en Europe, ou bien c'est justement l'Europe continue à travers cette action de sponsoriser le Rwanda, alors qu'ils savent pertinemment que le Rwanda tue au Congo et pille au Congo. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous pensez qui devrait être fait par rapport à ça? Oui, c'est cette hypocrisie de la communauté internationale de l'Occident que nous décrions. Nous tous, nous savons que le Rwanda n'a pas ces minéraux, mais l'Union européenne accepte de signer des accords avec, des accords avec le Rwanda sur les minéraux critiques. Donc l'Union européenne approuve la politique génocidaire du terroriste Paul Kagame, et officiellement l'Union européenne finance le pouvoir du Rwanda et dans sa politique. Et moi, je me dis, à partir du moment où l'Union européenne a cessé, l'Union européenne a quitté ses valeurs pour soutenir officiellement le terrorisme à l'est de notre République, l'Union européenne, pour nous, peuple congolais, l'Union européenne n'est plus un partenaire sérieux. N'est plus un partenaire sérieux parce que l'Union européenne, ils sont au courant, les pays membres de l'Union européenne sont au courant que ces minéraux ne se trouvent pas au Rwanda, ça se trouve en RDC. Mais lorsqu'ils signent des accords, c'est toujours dans cette logique d'ignorer ce qui se passe à l'est de notre pays. Ils ignorent totalement ce qui se passe à l'est de notre pays. Voilà pourquoi ils signent ces accords avec les Rwandais. Ils consacrent cette politique génocidaire du terroriste Paul Kagame. Et moi, je me dis, il faut qu'à un moment donné, nous devons, nous, peuple congolais, arrêter de pleurnicher. Nous n'avons pas des alliés dans le monde, nous n'avons pas des alliés. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, à l'est de notre pays, c'est connu de tous. Mais le monde entier est totalement ignorant. Vous avez vu hier, cette semaine, la France et les États-Unis sont montés au créneau pour dire au Rwanda de retirer ses troupes à l'est de notre pays. Mais ces déclarations après, qu'est-ce qui vient après ces déclarations? C'est rien. Le Rwanda dit non, ils sont là, ils sont en train de se défendre. Mais est-ce qu'on vient protéger une population, on vient protéger une ethnie dans un pays étranger? Ça ne se fait jamais. Donc, nous nous sommes dit, nous devons passer aux actes. Voilà pourquoi même notre démarche à l'est de la République, à l'est de la République, à l'est de notre pays, c'était pour faire comprendre au peuple congolais qu'il est temps d'arrêter de pleurnicher. Oui, nous allons mener des démarches sur les plans, sur les plans diplomatiques, oui, mais en interne, nous devons travailler. Nous devons travailler pour renforcer les capacités de notre armée. Nous devons travailler pour créer cette résistance que nous avons besoin. Nous avons besoin de cette résistance parce que si nous attendons à ce que l'Union européenne fasse quelque chose, non, ils ne vont rien faire. Ils ont déjà choisi leur camp et ils ont choisi de financer la guerre que mène Paul Kagame à l'est de notre pays. Donc, j'en appelle vraiment au peuple congolais de se lever. Et personnellement, je salue le courage de la population de l'Est, du Nord Kivu en particulier, qui a accepté de se lever. Et aujourd'hui, j'ai personnellement rencontré beaucoup de Congolais qui ont accepté de quitter les conforts qu'ils avaient pour défendre la République. Aujourd'hui, lorsque tu approches ou bien lorsqu'on voit les images des patriotes ou Wazalendo,
on voit plus des civils qui ont accepté de prendre les armes et de défendre le pays contre l'agression barbare du Rwanda dirigé par un terroriste qui endeuille nos populations depuis des années. Absolument, absolument. Alors, est-ce que on vous a vu aussi manifester, on vous a vu manifester devant les ambassades des Américains, par exemple, et puis on se rend compte que les États-Unis sont quand même la grande puissance qui a supporté le Kagamistan, qui a même aidé à venir au pouvoir. Mais votre président dit que les États-Unis sont des amis et que j'ai vu un discours où il disait qu'il ne faudrait pas nécessairement manifester, qu'il va discuter avec Paul Kagame, que c'est lui derrière le M23. Mais est-ce que vraiment cette stratégie peut fonctionner pour le Congo, sachant que les États-Unis sont la grande puissance qui ont mis Paul Kagame au pouvoir, sont la grande puissance qui le supporte depuis des années. Donc, s'ils voulaient réellement qu'il ne soit pas au pouvoir, tout ce qu'ils allaient faire, c'est des sanctions et tout ça là. Donc, est-ce que les États-Unis sont vos amis, comme on a entendu votre président dire que les États-Unis sont vos amis et que les manifestations, peut-être que c'était pas trop une bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que la jeunesse congolaise en pense? Oui, la jeunesse congolaise, elle se sent trahie par les États-Unis. On a longtemps considéré les États-Unis comme des alliés, mais nous avons compris que les États-Unis essayent de nous endormir. Vous allez remarquer que dans le discours du président, hier précisément, il n'a pas fermé la porte à la diplomatie. Et il y a plusieurs actions diplomatiques qui sont en train d'être menées actuellement par les États-Unis, par l'Angola et par le Soudan d'ici. Mais nous, la population congolaise, on s'est dit, cette guerre existe depuis des années, ça fait près de 30 ans. Et on n'a pas vu jusque-là une pression américaine forte sur les Rwandais. Les États-Unis ne se limitent qu'à des déclarations. Et ils ont sanctionné, mais ils ont sanctionné les leaders du M23. Or, nous savons que le M23 en réalité n'existait pas. C'est Paul Kagame qui se cache derrière le M23. C'est le Rwanda qui se cache derrière le M23. S'il faut sanctionner, nous avons demandé des sanctions. Nous avons demandé des sanctions à l'Amérique contre les régimes au Rwanda, contre les régimes rwandais. Et les États-Unis n'ont jamais répondu favorablement à notre demande. Donc nous, on dit, les États-Unis aussi sont dans cette hypocrisie. Oui, ils veulent à tout prix nous endormir et en réalité, sur le terrain, rien ne change. Donc, on s'est dit, on ne va pas trop attendre l'aide des Américains, car cette aide n'arrivera pas. Elle n'existe pas, elle n'arrivera pas. On va faire avec les moyens que nous avons. Nous allons faire avec les possibilités qui sont à notre possession. Aujourd'hui, nous particulièrement, nous travaillons sur la conscientisation du peuple congolais. On s'est dit, on ne va pas se cacher, la guerre existe, nous sommes en guerre. Et il faut que le peuple congolais comprenne ces choses, comprenne ça dans cette dimension que nous sommes en guerre. Il nous faut une résistance, il nous faut résister face à cette agression du terroriste Paul Kagame. Il nous faut résister. Et nous, on s'est dit, il y a plusieurs manières de résister. Il y a une résistance militaire. Voilà pourquoi, lorsque nous étions au Nord Kivu, à Goma, nous avons tenu à rencontrer ceux qui résistent militairement contre le régime de Paul Kagame, contre l'agression rwandaise. Nous avons rencontré le Rwazalendo, nous avons rencontré l'armée régulière
Et nous avons voulu échanger avec eux, voir comment nous pouvons nous aussi apporter notre aide à tous ces gens qui ont bravé la peur pour résister militairement à cette agression. Et en dehors de ça, il y a une résistance médiatique, d'où je salue cette initiative qui nous permet de mieux comprendre la situation de l'Est, loin de la manipulation rwandaise. Il y a aussi une résistance diplomatique, d'où j'invite les Rwandais qui vivent aux États-Unis, au Canada, à l'Occident. J'invite les Congolais de manifester, de protester, de se mettre ensemble avec les Rwandais qui ne partagent pas la politique du dictateur Kagame pour faire face à cette résistance. Et puis aussi, il y a aussi sur le plan culturel, donc je salue personnellement l'engagement de nos musiciens qui mettent aussi de la voix sur ce qui se passe à l'Est pour dénoncer les silences complices de la communauté internationale et les massacres, des massacres qui se passent à l'Est de notre pays. Ce qui se passe à l'Est de notre pays, c'est un génocide. J'étais là particulièrement à Niragongo, à Kibati, où j'ai rencontré des déplacés. J'ai rencontré des déplacés, j'ai visité des camps où il y a près de 2000 familles. Et tous ces gens ne demandent que la paix. Ils veulent retourner faire leur champ. Et actuellement, depuis cette guerre d'agression, il y a près de 2 millions de déplacés internes. Vous imaginez? Donc, sans compter le nombre de morts qui sont avancés par les chiffres des Nations Unies, il y a plus de 12 millions de morts depuis que cette guerre existe en RDC. Donc, d'où voilà, c'est très important pour notre population de prendre conscience et de résister face à cette guerre d'agression. Absolument. Alors, une des choses que je voulais dire aussi, c'est que, par exemple, quand on a vu l'investiture de votre président, du président Félix Tshisekedi, il a dit qu'ils ne vont pas refaire les erreurs du passé. Et puis alors, j'ai pensé que, est-ce que, par exemple, il y a des erreurs que nous, de la part des Rwandais, là, j'avais fait comme un sondage, un post là-dessus, pour savoir est-ce qu'il y a des choses, des erreurs du passé que les Congolais peuvent apprendre de nos erreurs et que, justement, ils ne puissent pas commettre ces mêmes erreurs au Congo, étant donné que vous faites face exactement au même genre de régime, à savoir le régime du Kagamistan et le système du FPR, et comment ils opèrent, et comment ils ont envahi le Rwanda de l'Ouganda, tout ça, et comment ils ont conquis le Rwanda. Donc, et puis je me suis dit, l'une de ces choses que les Congolais doivent justement apprendre des Rwandais, ce genre d'erreur qu'il ne faudrait pas répéter, ça serait par exemple le fait que la guerre aussi au Rwanda avait commencé au nord. Et les gens de Kigali, là, les gens de Kigali vivaient sans rien comprendre, sans rien même compatir. Même le peu de réfugiés qui avaient fui, qui étaient arrivés dans la capitale, il y en a qui étaient moqués par les gens de Kigali parce qu'ils venaient du nord et la guerre était dans le nord. Et donc, les gens dans la capitale ne comprenaient rien et ils se moquaient même de certaines personnes qui avaient fui. Et ils pensaient que ça n'allait jamais leur arriver. Et puis, la guerre a fini par conquérir tout le pays. Et j'ai l'impression qu'il y a comme cette même erreur au Congo, là. La guerre est à l'est, et puis on entend parler de l'est du Congo, du Kivu, tout ça là. Et puis les gens n'ont pas l'impression que la guerre, c'est vraiment le pays qui est attaqué et qu'il faut comprendre que le pays, c'est c'est comme si quelqu'un attaquait votre pied là, même votre petit doigt du pied là, donc l'orteil le plus petit là.
si quelqu'un l'attaque et le coupe, le corps entier va le sentir et doit le sentir. Donc, est-ce que les gens de Kinshasa ou les gens du reste du pays comprennent réellement à quel point c'est dangereux? Parce que les gens qui ont attaqué le Congo, ils ont comme mission de conquérir tout le pays et de prendre le pouvoir, de remplacer la population congolaise, de transformer votre pays dans leur pays. Donc, c'est une colonisation, une occupation, une transformation totale de la nation. Donc, est-ce que les gens se rendent compte qu'ils sont menacés d'extermination? Moi, je dis que le peuple congolais est menacé d'extermination, mais est-ce qu'ils s'en rendent compte? Parce que vraiment, il faut que les gens s'en rendent compte. Et puis, l'autre, vous me direz ce que vous en pensez, et puis je vous dis l'autre erreur que les Rwandais aussi ont commis, c'est que le président avait fait confiance à la communauté internationale. Le président avait fait confiance au processus de négociation. Il était même allé négocier. Et le président était protégé par la France. Il avait des militaires français qui étaient au Rwanda, qui le protégeaient. Et le président a été assassiné par Kagame, par le FPR. L'avion qui transportait le président était piloté par les Français. Donc, moi, j'entends parler et on nous dit que le président congolais fait confiance à la communauté internationale, parle de négociations et le président congolais est protégé aussi par la France et par d'autres puissances. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pas très dangereux comme situation pour le Congo? Oui, en tout cas, merci beaucoup pour vos deux questions. Je vais commencer avec la première. Vous savez, cette situation existe, je vais le répéter, ça existe près de 30 ans dans notre pays. Et il y a eu notre population s'est habituée, ils ont eu une mauvaise manière, on s'est habitué de cette guerre. Et on s'est dit, lorsqu'on parle de la guerre de l'Est, ah oui, ça va se terminer, ah oui, on connaît comment ça va se terminer. En fait, ceux de l'Ouest, par exemple, ils sont totalement ignorants de ce qui se passe à l'Est. Et on est sorti d'un régime, l'ancien régime, qui nous a habitués, nous a communiqué cette mauvaise manière de faire les choses. Et on partait de négociation en négociation. Et tout le monde savait que bon, il y avait une guerre, il y avait la guerre du RCD, nous avons négocié. Il y a eu la guerre du CNDP, nous avons négocié. Ils ont intégré l'armée. Il y a eu le M23 2012 avec la prise de Goma et nous avons négocié. Et on s'était habitué à ça, en fait. Et lorsque ce nouveau régime arrive, et il y a cette prise de conscience au niveau du gouvernement et à la tête du pays. Il faut maintenant que cette prise de conscience soit communiquée à la population. Voilà pourquoi notre démarche prend tout son sens. On s'était dit comment nous pouvons parler de ce qui se passe à l'Est sans pourtant arriver à Goma. On a accepté de prendre ces risques. Alors que les rebelles sont à moins de 20 km de la ville de Goma. On a accepté de prendre ces risques, mais de faire communiquer avec la population de l'Est et de faire comprendre à notre population, à ceux de l'Ouest, qu'il y a une guerre qui se passe à l'Est de notre pays. Et que nous devons nous lever pour mettre fin à ça. Nous ne pouvons plus aller de négociation en négociation. Non, il faut trouver une solution il faut trouver une solution pour cette guerre. Et j'étais à Goma. Et à Goma, lorsque vous êtes à Goma, moi j'étais au centre-ville, vous allez voir que la population vit paisiblement.
Donc là, à Goma, par exemple, au centre-ville, les gens vous disent, bon, où est la guerre? La guerre n'existe pas. Ici, nous sommes à Goma, où est la guerre? Et pour voir les déplacés, pour rencontrer les personnes qui sont touchées par cette guerre, il faut quitter la ville de Goma. Donc, nous nous sommes dit on devait quitter Goma pour arriver à Nyiragongo, arriver à Sake. J'étais à Sake lorsque les M23 ont attaqué la cité de Sake. Moi, j'étais à Sake. Et nous avons tout fait pour montrer ces images à notre population pour dire, mais à un moment donné, nous devons quitter le confort de Kinshasa, nous devons quitter le confort de Goma et de comprendre qu'il y a une guerre qui se passe à l'est de notre pays. Il y a une extermination. Et là, je vous donne raison. En fait, on pousse les Congolais à céder leurs terres pour remplacer par d'autres populations. Il y a eu ces cas-là à Rutshuru. Les villages qui ont été désertés par la population congolaise, elles sont d'office remplacées par les M23 et par une autre population qui vient du Rwanda. Donc, il est très important pour nous que le peuple congolais comprenne la réalité de cette guerre et que le peuple congolais comprenne que nous sommes en guerre et que nous devons résister. Nous devons résister, nous devons quitter ce confort que nous avons à Kinshasa. À Kinshasa, tellement nous ne voyons pas les bombes tomber, on se dit que bon, voilà, cette situation se passe à 2000 km d'ici. Non, ça se passe chez nous, nous sommes touchés. Nous sommes touchés par cette guerre et nous devons réagir, La réaction de la population, elle est très importante. Et à ce qui concerne votre deuxième question, et moi, je dis, bon, le président a sa manière de faire, sa manière de mener sa diplomatie. Et d'une part, je salue la fermeté du président de la République. Et comme on dit toujours, dans toutes les guerres, on ne ferme pas la porte à la diplomatie. Il a toujours cette bonne foi d'écouter ce que les Américains, de suivre la procédure américaine qui vise à des négociations. Mais au-delà de ça, on se prépare. Et il y a eu beaucoup de moyens qui ont été mis à la disposition, de nos forces armées. Il y a un renforcement des capacités de notre armée. Là, vous voyez, j'étais à Sake avec nos forces spéciales et j'étais là, moi-même, j'ai vu la détermination de notre armée. J'ai vu cette détermination. Elle se lisait sur les visages de nos militaires. Lorsque je suis arrivé à Sake, la situation n'était pas bonne. Les M23 attaquaient de toutes parts, mais notre armée était déterminée. Notre armée n'a pas quitté la cité jusqu'à repousser les M23. Et personnellement, je salue cette détermination. Et j'encourage les peuples congolais à soutenir l'armée, Il y a des comportements que nous devons tenir en temps de guerre et nous sommes en guerre, nous sommes agressés. Il nous faut résister. Je salue aussi l'engagement des civils, des Wazalendo qui combattent aux côtés de l'armée. Et j'invite le peuple congolais d'une manière ou d'une autre à soutenir les efforts qui sont en train d'être menés par le gouvernement et par la population congolaise. Et il est temps aussi de mettre la pression sur les États-Unis et sur l'Union européenne, de mettre aussi une pression diplomatique sur ces pays qui continuent de soutenir et qui financent le Rwanda, qui sachent que financer le Rwanda, c'est financer le terrorisme. Soutenir financièrement Paul Kagame, c'est soutenir le terrorisme, c'est soutenir les génocides qui se passent à l'est de notre pays. Comme j'avais dit, soutenir les États-Unis, soutenir la rhétorique de Paul Kagame, c'est une complicité de génocide contre le peuple congolais. Oui, absolument. Vous venez de me rappeler une autre chose importante, une autre erreur des Rwandais qui peut vous servir, c'est les divisions internes. Vous venez de parler des gens que les gens doivent supporter, donc la résistance Congo.
Et justement, le Rwanda subissait des divisions internes et ça a contribué à ce que l'invasion extérieure a réussi. Et les politiciens rwandais étaient très irresponsables et ils étaient aussi genre orientés sur eux-mêmes. Ils voulaient tous prendre le pouvoir. Tout le monde voulait devenir président. Donc, ils sont divisés, tellement divisés. Donc, une opposition qui n'a pas de vision et qui est vraiment irresponsable, qui ne veut que prendre le pouvoir et qui est donc prêt à pactiser avec les ennemis du pays ou même à faire des choses qui ne sont pas productives juste parce qu'il s'oppose au président en place sans voir plus loin, sans voir au-delà de la division interne, au-delà de la politique, au-delà des partis politiques, que tout le pays est attaqué et que de toute façon, les gens qui attaquent tout le pays veulent détruire tout le pays. Quand ils vont venir, ils vont tuer même les gens de l'opposition. Donc, est-ce que vous vous rendez compte au Congo, là, votre classe politique, vous la trouvez comment? Est-ce que vous trouvez que vous avez une opposition qui est responsable, qui a une vision et qui ne va pas tomber dans ce genre de division et oublier que justement le pays est en guerre, le pays est attaqué, le pays a besoin d'être uni avec sa résistance pour gagner? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Malheureusement, ce que vous avez dit, ce qui s'était passé au Rwanda, malheureusement, actuellement, ça se passe aussi dans notre pays. Il y a une division, il y a pas cette prise de conscience des leaders politiques. Et c'est depuis un certain moment que les choses se sont passées de cette façon. Tout le monde, presque tous nos acteurs politiques, cherchent à prendre le pouvoir à tout prix, quitte à partiser avec l'ennemi, mais ils veulent à tout prix devenir président, ils veulent à tout prix diriger le pays. Et actuellement, la classe politique congolaise, elle est vraiment divisée et il n'y a pas, il nous manque cette union autour de la nation. Il nous manque encore cette union. Euh, vous allez remarquer que lorsqu'on a organisé des manifestations ici en interne contre la position des États-Unis, même contre cette agression, vous avez les gens, vous avez des membres des partis politiques qui nous disent, bon, vous avez soutenu le président, vous avez voté pour le président, pourquoi vous faites encore appel à la population? Donc, nous ne pouvons pas vous soutenir. Occupez-vous de cette situation, trouvez des solutions. Or ici, la solution va au-delà de la politique. Ça va au-delà de la politique. C'est toute la nation qui est attaquée. Et moi, je me dis, je suis un peu inquiet sur ce que je vois au Congo et je trouve, et je me dis que notre population, notre gouvernement, la nation congolaise n'est pas prête à mener cette guerre. Parce que je me dis, pour un pays comme la RDC, notre gouvernement devait conscientiser la population, notre gouvernement devait préparer notre population à faire la guerre. Parce que nous sommes un pays qui est envié, qui est agressé, je crois, presque chaque 5 ans. Donc, il nous faut une armée forte, il nous faut une population déterminée, il nous faut cette résistance. Et lorsqu'on voit nos politiques, on se dit, est-ce qu'ils comprennent l'enjeu qui se passe actuellement dans notre pays? Et on comprend que pour beaucoup de politiques, la crise de l'Est, la situation de l'Est, elle passe après les positionnements personnels. Donc, il est important ici pour nous, le peuple congolais, la classe politique, de se mettre ensemble. C'est très difficile pour nous au pays de se mettre ensemble, mais à un certain moment, nous devons comprendre. Et là, j'appelle vraiment la classe politique à la responsabilité. Notre population va nous juger sur base de ça. Il y a des déplacés. Vous voyez, par exemple, ces camps. Ces camps vivent plus de 2000 familles, mais qui manquent presque de tout, qui manquent des toilettes,
et demander, essayer d'imaginer 2000 familles, pas 2000 personnes, mais 2000 familles qui vivent sans toilette. Donc la situation, elle est catastrophique, la situation humanitaire est catastrophique. Il nous faut trouver des solutions face à cette situation. Et notre population doit vraiment s'élever. Et oui, notre population doit s'élever et nos leaders politiques ont un rôle à jouer. Et jusque-là, nos leaders politiques endorment la population. Nos leaders politiques, ils sont encore très loin de la réalité de cette guerre. Et lorsque nos leaders politiques s'adressent à la population, ils sont là que pour revendiquer, par exemple, des postes. Ils sont là que pour des revendications politiques. Ils mettent de côté cette question cruciale qui touche la survie de notre pays. Et voilà, ils n'ont pas le choix. Oui, on vous écoute. Oui. Donc, c'est un peu ça. Là, ce sont les déplacés de Saké. Et nous étions vraiment touchés de voir cette famille qui fuyait les combats et qui n'avait pas où aller. Et nous, on s'est dit, il ne s'agit pas seulement de mener, d'arriver là-bas, de filmer ces gens, mais de mener aussi des plaidoyers en faveur de cette population, de mener des démarches. Nous organisons dans les prochains jours une conférence où nous allons parler de ça avec des Congolais de la diaspora qui seront avec nous, qui vont participer à cette activité. Nous voulons faire comprendre à tout le monde qu'il y a une urgence dans notre pays. Et l'urgence aujourd'hui, c'est la situation de l'Est. L'urgence aujourd'hui n'est pas des postes politiques. L'urgence aujourd'hui, c'est la situation de l'Est. Il faut trouver des solutions. Il faut trouver la solution face à cette situation. Vous voyez, par exemple, là, nous avons visité un camp de déplacés où sont entassés des pygmées. Donc, ils sont les plus pauvres des pauvres. En fait, ils sont là, c'est au milieu du camp, ils sont rejetés parce qu'ils sont une population un peu qui sont habitués à vivre dans les parcs. Et malheureusement, avec la présence du M23, ils ont quitté et ils ont rejoint les camps. C'est extrêmement difficile pour eux de vivre dans cette situation. Et nous étions là, nous avons pu faire ces images pour montrer à la face du monde, voilà les affres de la guerre. Donc, en soutenant Paul Kagame, en soutenant les M23, en soutenant les terroristes Paul Kagame, c'est des milliers de Congolais que vous tuez, c'est des milliers de Congolais que vous envoyez, vous transformez en déplacés de guerre. Donc, nous appelons vraiment la communauté internationale à la responsabilité et à la prise de conscience. Et à la population congolaise, à nos leaders politiques, à l'unité. C'est très important. Nous ne pouvons pas vaincre cette guerre tout en étant divisés. Il est temps de nous mettre ensemble et de voir comment est-ce que nous pouvons travailler pour trouver la solution à cette guerre qui dure depuis plus de 30 ans. Oui, vraiment, merci pour avoir fait le déplacement et pour avoir fait ces images pour conscientiser les gens. Parce que vraiment, ça me ramène à l'histoire et ça me ramène à ces erreurs de l'histoire. Les gens pensent que ça touche l'autre, ça ne me touche pas. C'est là-bas, c'est vers l'Est, c'est vers le Nord, ça ne va pas m'arriver. Or, c'est justement parce qu'on ignore ce que ça touche que ça finit par nous arriver nous-mêmes. Et surtout, il faut comprendre la nature de l'adversaire à qui vous faites face. Et ça, c'est une autre chose dont j'allais justement vous parler là, c'est comprendre la nature de l'adversaire. Ça, c'est une autre erreur des Rwandais là, qui n'ont pas su comprendre la nature de l'adversaire contre qui ils se battaient et comprendre, par exemple, dans ce cas-ci, que les Américains, par exemple, ils font la guerre pour faire la guerre. Parce qu'ils ont toute une industrie de la guerre
Et donc, eux, ils font l'argent en faisant la guerre. Et quand ils font la guerre et qu'ils déplacent des populations comme ça, au fait, pour eux, ces populations, les vies de ces populations, ça ne veut absolument rien dire. Donc, eux, ils font la guerre pour faire la guerre parce que la guerre leur fait de l'argent, parce que l'industrie de la guerre chez eux, c'est gigantesque. C'est ça qui fait leur puissance. Et donc, c'est pas parce que les Congolais sont gentils et sont des gens qui sont bien, qui veulent la paix, qui sont des pacifistes, qui veulent la paix, que la paix leur sera donnée. Vous voyez? C'est pas parce que vous êtes des gens qui aimaient la paix, qui n'ont jamais attaqué personne, parce que je vois aussi chez les politiciens dire, mais le Congo n'a fait du mal à personne. Mais c'est ça, justement. Vous n'avez même pas besoin de faire du mal à qui que ce soit. Ces gens-là, ils font la guerre pour faire la guerre parce que c'est leur industrie. Donc, ils font comprendre qu'ils vont vous faire la guerre parce que c'est ça leur business. Et donc, quand ils ont des partenaires africains, comme par exemple, c'est le cas pour le Rwanda, pour le Kagamistan, qui a accepté d'être le partenaire des prédateurs, c'est parfait pour eux. Et les prédateurs africains qu'ils utilisent, eux aussi, ils ont ce problème de complexe et de tribalisme, de complexe de supériorité. Comme par exemple, vous voyez cette communauté, vous dites c'est la communauté des Pygmées, c'est ceux qu'on appelle des Batwa en Kinyarwanda. Les Batwa, là, vous savez, il y a les Batwa, il y a les Bahutu, il y a les Batuti. Les Batwa chez les Rwandais, là, sont au plus bas niveau de l'échelle et leurs vies sont pas respectées. Donc, vous voyez, dans la mentalité de ce régime qui a cette idéologie raciste et suprémaciste, la vie de ces personnes-là, ils ne les voient même pas comme des êtres humains, donc leur vie ne va pas être respectée. Ils vont faire la guerre, ils vont les déplacer, ils vont les tuer et les exterminer si nécessaire, parce que pour eux, là, ils veulent faire la guerre, ils veulent conquérir, ils veulent vous piller. Est-ce que vous avez l'impression que les gens comprennent la nature de l'adversaire ou bien les Congolais se disent, nous sommes bons, nous sommes gentils, nous aimons la paix, donc on va parler à l'adversaire et lui aussi il finira par vouloir la paix et aimer la paix. Mais si l'adversaire ne veut pas la paix et n'aime pas la paix, c'est quoi alors la solution? Parce que l'adversaire là, si par exemple, moi je comparais ça à si un serpent vous mord et que le serpent est venimeux et que vous mourrez, est-ce que vous allez demander au serpent: «Eh mais le serpent, pourquoi vous m'avez mordu et pourquoi vous êtes venimeux et me voilà, je suis mort?» Non, vous vous rendez compte tout simplement de la nature avec de l'adversaire avec qui vous avez affaire et puis vous agissez en conséquence au lieu d'espérer que le serpent va devenir pacifiste et quand il va vous rencontrer, il va vous saluer et vous sourire et si jamais il vous mord, que vous n'allez pas mourir. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oui. Déjà, vous avez parlé de quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, comme je venais de dire, la population congolaise n'est pas assez apprêtée pour faire la guerre. La population de l'Est, oui, mais la population congolaise dans son ensemble, non. Parce que il y a encore des comportements que nous observons à Kinshasa, ici par exemple. Ces comportements est totalement loin de la réalité de la guerre. Et on a tendance à ignorer ce qui se passe. On a tendance à ignorer ce qui se passe, on a tendance à ignorer notre adversaire. Paul Kagame a sa stratégie qu'il a mise en place. Voilà pourquoi notre président a dit on n'a pas à négocier avec eux. Parce que dans la stratégie de Kagame, c'est de nous mettre la pression et de tomber à des négociations. Et lorsqu'on négocie, il y a des postes dans l'armée qui seront réservés au M23. Donc, c'est comme ça. Et notre président dit non, nous n'avons pas négocié, ils ne vont plus intégrer notre armée. Et on s'est dit,
Et il y a des gens qui essayent, des gens comme nous, qui essayent toujours de considérer cette population et essayer de comprendre la nature de l'adversaire. Aujourd'hui, nous avons un adversaire qui maîtrise les rouages diplomatiques, qui sait manipuler la diplomatie, qui sait manipuler, et triste est de constater, qui sait aussi même manipuler la population congolaise. En fait, ils ont une rhétorique qu'ils ont communiqué au monde entier. Ils ont fait comprendre au monde entier que nous, on négocie et nous, on travaille avec les FDLR. Or, c'est faux. C'est faux. Les FDLR tuent les Congolais. Actuellement, les FDLR ne tuent pas les Rwandais, ils tuent les Congolais. Les FDLR sont parmi les principaux groupes qui endeuillent la population congolaise. Si on travaillait avec eux, comment nous pouvons travailler avec les FDLR contre notre propre population? Et c'est ce que Kagame a fait comprendre aux gens. Et il a beaucoup misé sur le plan médiatique. Et vous allez comprendre qu'à la longueur des journées, les médias rwandais ou les partenaires affiliés au régime rwandais, affiliés au M23, vous sortent des intox, vous sortent des manipulations contre notre pays, contre la SADC, contre tous ces partenaires qui essayent de voir la réalité en face et sortent des intox contre tous ces partenaires-là. Et nous sommes dit, constater, oui, c'est un fait, on a constaté les faits. Et comment y remédier quant à ça? Moi, par exemple, avec quelques amis, on s'est décidé de parler de ce qui se passe à l'Est. On s'est décidé de mener cette lutte sur le plan médiatique contre les comptes et contre cette communication du régime du terroriste Kagame. Et nous avons pu créer un groupe WhatsApp qui réunit des Congolais, des Rwandais, des Burundais, des Ougandais, où on partage la vraie information, où on partage une ligne de conduite face à la campagne médiatique erronée contre notre pays. Donc, ce groupe-là, actuellement, est rempli. On a plus de 1200 membres dans un groupe WhatsApp où on partage la vraie information sur ce qui se passe à l'Est, sur l'opposition rwandaise, d'où aussi, je vais vous inviter aussi à être actifs aussi dans ces groupes. Il y a des Rwandais qui écrivent aussi, qui partagent les informations du Rwanda. En fait, on veut nous aussi, si Paul Kagame, si le Rwanda a réussi à nous infiltrer, nous aussi, c'est possible d'infiltrer les régimes de Paul Kagame et de sortir les informations et de contourner cette manipulation internationale orchestrée par les régimes de Paul Kagame. Donc, j'invite le peuple rwandais à nous accompagner dans cette démarche, car nous avons un adversaire commun. Et ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous allons arriver à bout de ces terroristes qui endeuillent toute la région du Grand Lac. Oui, alors ça par exemple, c'est une chose que je peux féliciter. Là, on a parlé des erreurs. On peut aussi parler des bonnes choses qui ont été faites du côté congolais. Justement, c'est la chose la plus frappante et qui fait aussi la victoire du Congo au niveau diplomatique, c'est que votre leadership, votre président a su parler. Il a su parler là, c'est quelqu'un qui est un très bon communicateur, qui a su faire la diplomatie et qui a su nommer, clairement identifier son adversaire et clairement dénoncer le Rwanda et donc ses partenaires à l'international. Ensuite, faire la diplomatie avec tous les voisins du Congo pour trouver des alliances. Aujourd'hui, on voit le Burundi qui est à côté du Congo et puis on voit aussi l'Afrique du Sud qui est à côté du Congo. Donc ça, c'est un grand travail de diplomatie et de communication parce qu'avant, justement, on avait l'impression que le Kagamistan avait le monopole de la diplomatie, avait le monopole de la communication au niveau international et avait réussi à imposer son propre narratif
au niveau international. Donc, je trouve que le Congo a fait un très bon travail de dénoncer clairement le Kagamistan et puis de chercher les alliés, de chercher les alliances. Et ce que je pourrais vous suggérer, c'est justement de continuer. Et je pourrais vous conseiller aussi de cibler l'une des cibles les plus importantes qu'il faudrait cibler pour sensibiliser. Ça serait chez nous, ici au Canada et aux États-Unis, cibler la communauté noire américaine. Cibler la communauté noire américaine et leur faire comprendre que le Congo fait partie de leur nation, leur origine. Il y a beaucoup de Congolais qui ont été kidnappés pour devenir esclaves dans Haïti. Faire aussi le lien avec Haïti qui a fini par se libérer donc des impérialistes. Mais les Noirs américains, là, qui font le combat de libération depuis des années, doivent se rendre compte que l'Afrique, c'est leur pays, c'est leur continent, et que le Congo, c'est le cœur de l'Afrique, et que donc l'Amérique ne doit pas faire la politique qui est contre les intérêts du Congo, parce que tout le monde bénéficie si l'Amérique est en bonne relation avec le Congo. Et que les Noirs américains aussi, eux aussi, ont un très grand rôle à influencer la politique américaine. Donc, un peu comme, vous voyez, les Israéliens qui habitent aux États-Unis, ils influencent beaucoup la politique américaine envers Israël. Donc, si un petit pays comme Israël et Palestine peut faire toute cette mobilisation internationale et Israël avoir de l'influence aux États-Unis par rapport à la politique américaine, les Noirs américains aussi sont aux États-Unis et ça serait intéressant si les Congolais se mobilisaient et connectaient avec les Noirs américains parce qu'ils sont capables de mobiliser et ils sont capables aussi d'influencer leur propre gouvernement et d'influencer donc la politique américaine envers l'Afrique, envers le Congo. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oui, en tout cas, elle est très bonne, votre proposition. Et nous, dans notre démarche, on s'est dit, on y travaille en fait, on s'est dit, on ne peut pas s'arrêter ici. Sur le plan national, la guerre, elle est aussi sur le plan diplomatique. Donc, nous sommes en contact avec la diaspora congolaise de Belgique et il y a aussi la diaspora congolaise des États-Unis qui va organiser une manifestation. La date m'échappe, mais je crois que c'est le 11 mars. Ils vont organiser une manifestation le 11 mars au Texas. Nous les encourageons. Donc, nous appelons cette diaspora de s'élever, de parler de ce qui se passe et de mettre la pression sur les dirigeants américains, de mettre la pression sur la politique américaine. Il est temps de changer les choses. Vous avez donné l'exemple des Israéliens. Aujourd'hui, Israël pèse sur la politique américaine. Et même après les attentats du 14 octobre, vous avez vu que nous avons vu toute la démarche des États-Unis aux côtés d'Israël. Donc, j'appelle vraiment le peuple congolais à se mobiliser, surtout ceux qui vivent aux États-Unis, au Canada, de se mobiliser, d'influencer. Aujourd'hui aussi, nous avons un autre problème. Nous les Congolais, on n'a pas trop l'habitude de travailler ensemble. Et c'est extrêmement difficile pour nous de gagner cette guerre si nous ne travaillons pas ensemble. Et je crois, lorsque j'étais à Goma, il y a une dame qui m'a écrit, elle est congolaise et elle vit aux États-Unis. Elle m'a écrit pour nous encourager et elle a dit, elle contacte d'autres Congolais qui vivent aux États-Unis sur cette démarche. Et elle est revenue vers moi pour me dire que c'était difficile de convaincre ces gens-là
à essayer de travailler avec nous parce que, bon, en fait, des histoires que nous avons connues dans le passé, ça a un peu découragé cette unité entre nous, les Congolais. Et maintenant, il est plus que temps pour nous de travailler ensemble. La diaspora doit travailler ensemble. Ceux qui sont aux États-Unis, ils doivent travailler ensemble, organiser des manifestations, convaincre les lobbies américains. C'est très important. C'est très important. Et donc, essayer de parler avec tous ceux qui dominent la politique des États-Unis. Et vous allez voir que c'est la stratégie utilisée par les terroristes Kagame. Il a contacté un sénateur, Carlos, qui a proposé des sanctions. Il a proposé une loi sanctionnant la RDC d'extermination des ethnies minoritaires. Or, lorsque vous lisez cette loi, tout est fausse. Tous les argumentaires qu'il avait repris dans la loi, ils étaient faux. Donc, c'est cette manière de faire de Kagame. En fait, il influence les décisions américaines et européennes grâce au lobby, grâce à la presse, grâce au lobby qui s'est créé. Et il est plus que temps pour nous, Congolais, et ceux de la diaspora, de se mettre pour contourner ces lobbies, pour créer aussi, si je peux dire, des organes de pression en faveur de notre pays. C'est très important. Donc, nous encourageons ceux qui manifestent, ceux qui ont manifesté au Canada, aux États-Unis, en France, un peu partout. Mais il faut faire au-delà de ça. Il faut travailler ensemble. L'unité, c'est très important pour vaincre cette guerre. Il faut être ensemble, devenir fort. Et puis, là, nous pouvons tous ensemble nous pouvons tous ensemble mettre la pression sur la politique américaine et nous aurons des résultats. Oui, merci. Alors, par exemple, qu'est-ce que vous pensez de comment les gens voient, on a vu le Burundi et l'Afrique du Sud à côté du Congo, là, comment est-ce que les gens perçoivent ça? C'est tout de même bizarre que le Burundi soit du côté Congo et veuille défendre le Congo. Mais bizarrement, là, c'était le Burundi qui était sanctionné ou qui avait subi des punitions de la part de la communauté internationale, alors que le Rwanda a attaqué le Congo depuis des années. Le Mapping Report est sorti depuis 2010. Donc, mais le Burundi a subi comme un genre de punition là, de la part de la communauté internationale. Alors, comment vous expliquez aujourd'hui l'alliance entre le Burundi et le Congo et puis l'Afrique du Sud aussi qui a finalement décidé de se mobiliser? Et comment les Congolais voient ça? Les Congolais sont contents, surtout d'avoir les Burundi aux côtés de la RDC. Déjà en Afrique de l'Est, on n'a pas vraiment des alliés. Et pour nous, c'est important, même dans la stratégie militaire, d'avoir un allié aux côtés du Rwanda. C'est très important. Et vous allez voir que il y a, bien qu'on ne les mentionne pas souvent, mais il y a aussi l'Ouganda qui participe à cette guerre aux côtés du M23. Donc, il est pour nous important d'avoir aussi un allié comme le Burundi pour essayer de mettre la pression sur ceux qui nous agressent. Donc, aujourd'hui, la RDC et le Burundi ont signé des accords militaires extrêmement importants qui lient nos deux pays. Nous avons signé une défense commune. Et sur le terrain, moi, j'étais là et j'avais vu l'apport de l'armée burundaise, les soldats burundais. Aujourd'hui, le Burundi, bien qu'ils ne sont pas membres de la SADC, mais partagent la coordination des opérations militaires avec la SADC. D'où ça nous démontre cette importance
que joue le Burundi aux côtés de la RDC pour ramener la paix. Et l'Afrique du Sud aussi, c'est un partenaire important. Déjà en 2012, en 2013, l'Afrique du Sud nous avait aidé pour battre les M23. Et aujourd'hui, nous avons aussi des accords très importants avec l'Afrique du Sud et dans la force de la SADC qui se déploie petit à petit dans notre pays. L'Afrique du Sud a 2900 militaires aux côtés de l'armée congolaise. Ce sont des chiffres importants. Et l'Afrique du Sud et leur président avait déclaré dernièrement qu'ils vont accompagner la RDC à retrouver son intégrité territoriale et la paix. Donc l'Afrique du Sud, c'est très important. Elle est vraiment importante aux côtés il est important aux côtés de la RDC. Ah oui, merci. En tout cas, au moins au moins vous avez un voisin solide, quoi. Oui, 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 oui. Par rapport à tout ce que vous avez subi là des voisins, vraiment avoir un voisin comme le Rwanda et l'Ouganda, là, vraiment, c'est terrible. Bon, au moins là, vous avez le Burundi, quoi. Donc, Oui, oui. je voulais, avant de passer dans les commentaires, j'avais dit aux gens, là, on parle beaucoup de pourquoi les Rwandais aiment mentir et pourquoi au Rwanda, les gens aiment trop utiliser le mensonge et ce concept de ubwenge. Est-ce que vous en avez entendu parler? Quel concept? Ubwenge. Non, non, non. OK. Bon, ubwenge, là, bon, je vais l'écrire dans les commentaires pour que les gens voient. C'est en quelle langue? En C'est Kinyarwanda? en Kinyarwanda. C'est en Kinyarwanda, là. Ça s'écrit comme ça. Ubwenge. Non, non. Donc, c'est un peu une explication du pourquoi même le Kagamistan aime utiliser le mensonge et pourquoi les Rwandais aiment utiliser le mensonge. Je voulais expliquer aux gens l'une de ces choses-là qu'on doit se dire la vérité entre le Congo et le Rwanda. Je voulais expliquer aux gens mon observation par rapport à ça pour que les gens puissent un peu comprendre. Dans cette idée de comprenez vous-même et comprenez l'adversaire à qui vous avez à face, quoi. Donc, cette idée d'utiliser le mensonge et d'utiliser ubwenge pour gagner. Ubwenge, là, ça veut dire c'est l'intelligence en Kinyarwanda. Mais on a l'impression que dans la philosophie rwandaise et dans la culture rwandaise et dans la tradition rwandaise, ils associent parfois l'intelligence à la capacité de mentir et l'adversaire de ne pas s'en rendre compte. OK? Donc, au fait, ils pensent que quand ils mentent et que l'adversaire ne s'en rend pas compte, que ça, c'est de l'intelligence. Mais le monde, on a l'impression quand même que le monde fonctionne ainsi. Parce que vous voyez, même l'Occident vient mentir en Afrique et si les gens ne s'en rendent pas compte, ils se croient intelligents. Vous voyez? Donc, c'est un peu aussi la même mentalité des Rwandais, c'est qu'on va utiliser l'intelligence, on va inventer un mensonge, on va utiliser un mensonge et s'ils ne s'en rendent pas compte, que c'est un mensonge, c'est qu'ils n'ont pas assez d'intelligence. C'est qu'ils ne sont pas assez intelligents, c'est qu'ils méritent ce qu'on leur fait subir parce qu'ils n'ont pas su être assez intelligents et être à la hauteur pour remarquer qu'on leur ment et donc se battre contre le mensonge. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, oui, je comprends. Ce que je pourrais conseiller aux gens qui font face à des gens qui pensent comme ça, c'est de questionner tout. Et justement, d'essayer justement de devenir un détecteur de mensonges. Parce que vous voyez, les Américains ont fabriqué des machines pour devenir des détecteurs de mensonges. Donc, être capable de détecter un mensonge,
c'est un signe d'intelligence. C'est de l'intelligence. C'est comme ça que les Rwandais voient ça. Être capable de détecter un mensonge, être un détecteur de mensonges, c'est un signe d'intelligence. Être capable de fabriquer un mensonge et l'adversaire ne se rend pas compte, c'est un signe d'intelligence. Donc, c'est ça qu'ils appellent ubwenge. Donc, quand ils font un mensonge et que les gens ne se rendent pas compte, ils se disent, oh là là, on est très intelligent. On leur a menti, ils ne se sont pas du tout rendus compte. Vous voyez? Donc, je veux que les gens comprennent ça et que donc, les gens aussi développent leur propre intelligence et développent leur détecteur de mensonges pour pouvoir détecter le mensonge et développer leur propre ubwenge pour contrecarrer ça. Vous voyez? Parce que c'est un jeu, là. C'est un jeu. Il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations. Et les gens doivent devenir des détecteurs de mensonges. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oui, vous avez raison. Lorsque j'observe la manière de faire de Kagame, il passe tout son temps pour dire que bon, les M23, c'est le problème entre les Congolais. Mais lorsqu'il faut signer le cessez-le-feu, on signe entre la RDC et le Rwanda. Donc, je me dis apparemment, donc, ça entre dans cette rhétorique. Donc, il ment et il observe quelle sera la réaction des gens, des gens qui l'écoutent. Vous allez voir que lorsqu'on signe les accords de Luanda, le processus de Luanda, les M23 ne signent pas. Mais comment les M23 respectent le cessez-le-feu signé par les Rwandais, signé par Kagame? C'est sa manière de faire. C'est sa manière de faire. Donc, il faut que nous, peuple congolais, nous développons aussi ces capacités. Savoir comment manipuler, savoir comment infiltrer, c'est très important. C'est ça la guerre. La guerre, c'est comme ça. Et moi, je me dis, Kagame, Ou au moins même détecter quand vous êtes manipulé. Au moins détecter quand vous êtes manipulé vous-même. Ouais. Oui, oui. Et moi, je me dis, pendant tout ce temps que nous, les Congolais, on pensait que nous étions en paix avec Kagame, dans la tête de Kagame, c'était toujours la guerre. Kagame mène une guerre totale contre nous, sans pourtant le dire. Donc, il cherche à nous infiltrer, il nous colle à la peau des collaborateurs des FDLR, ils nous disent que non, on veut exterminer les Tutsis rwandais et les Tutsis congolais. Mais on s'est dit, en RDC, nous avons plus de 450 ethnies. Quelle ethnie aujourd'hui est majoritaire en RDC? Aucune. Aucune. Mais le Rwanda nous colle ça à la peau. Et là, les Congolais ont été manipulés. Les Congolais n'ont pas su réagir à temps. Et c'est resté comme ça. Voilà pourquoi nous, on s'est dit, il faut avoir des informations, il faut détecter les mensonges et puis réagir aussi vite. Voilà pourquoi nous avons créé ces plateformes. Voilà pourquoi moi aussi, je mène des directs à travers mes plateformes pour permettre aux Congolais de comprendre et de savoir comment on peut s'en sortir face à toute cette manipulation d'un terroriste, de quelqu'un qui manipule le monde entier. Donc, c'est comme ça. Nous devons détecter les mensonges et nous devons savoir comment réagir. C'est très important. Pas seulement jouer à la défensive, mais il faut aller aussi au-delà. Il faut savoir comment manipuler aussi à notre cause. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, merci, merci infiniment pour tout le travail que vous faites. Moi, je vous ai trouvé sur Twitter, donc en train de faire la mobilisation. C'est très, très, très important parce que justement, ça va mobiliser la nation, ça va sensibiliser la nation et faire comprendre à tout le monde que tout le monde est touché et tout le monde est visé. C'est pas seulement les gens de l'Est. La guerre n'est pas à l'Est, la guerre est au Congo. C'est tout le Congo qui est attaqué. Et l'adversaire n'est pas intéressé par ci et ci et ça. Donc, vraiment, les Congolais doivent être unis pour vaincre. Et nous aussi, on pense que notre contribution, moi, je pense que ma contribution, c'est justement d'aller au contraire de ça.
au contraire de ça. Parce que en même temps que le mensonge est puissant, mais en même temps que la vérité est encore plus puissante que le mensonge, vous voyez? Parce que quand maintenant vous avez le courage de détecter le mensonge, ensuite de dire la vérité, et vous devenez encore plus fort. Donc, vraiment, félicitations. C'est un travail qui est nécessaire et qui est très, très utile et qui va faire à ce que le pays entier comprenne et puis aussi que la diaspora aussi comprenne. Et donc, c'est un travail aussi, c'est un marathon. Il ne faut pas que les gens s'attendent à des résultats du jour au lendemain. C'est un marathon. Et puis surtout, vous faites face à des grandes puissances. Vous faites face au Kagamistan, là, qui a une culture de guerre et qui est équipé depuis des années et qui s'y est préparé et qui est sponsorisé par les grandes puissances. Donc, tout ce que vous pouvez faire là, c'est nécessaire, c'est utile. Et donc, félicitations pour tout ce que vous faites. Est-ce que vous auriez des commentaires ou quelque chose à dire avant que je vous laisse partir? Et puis, si vous me donnez encore quelques minutes, je vais aller aussi dans les commentaires parce il y a plusieurs commentaires dans les comments. Et puis, je vais voir s'il y a des gens qui vous ont envoyé des commentaires. Et puis, je pourrais aussi vous lire quelques commentaires dans les commentaires. Ok, merci beaucoup. Je salue, moi aussi personnellement, je salue l'initiative. Elle est très bonne, cette initiative, et c'est très important pour moi d'avoir assisté à ça, à cette émission. M'a permis de porter haut la voix de mon pays et de porter haut notre cause. On s'est dit, nous ne pouvons plus voir cette situation comme nous l'avons observé depuis des années. Il faut quitter le niveau de parole et passer à l'acte. Et l'acte aujourd'hui, ça a plusieurs manières. Nous pouvons réagir de plusieurs manières. Donc, je vous remercie. Je vous remercie pour l'invitation que vous m'avez confiée et pour l'invitation. Et je vous encourage aussi de continuer dans ce sens. Et moi, je me dis, notre liberté, notre victoire, c'est aussi la victoire du peuple rwandais. Nous devons travailler ensemble, les Congolais et les Rwandais. C'est cette unité entre nos deux peuples, c'est ce qui fâche Paul Kagame. Kagame ne sera jamais content de voir les Congolais ensemble avec les Rwandais. Voilà pourquoi il veut à tout prix nous diviser. Il veut à tout prix créer une situation de guerre entre nous. Mais nous comprenons que nous partageons un même adversaire et c'est très important pour nous de travailler ensemble en termes d'idées et de travailler ensemble en termes de stratégie même. Donc, j'encourage tous ces Congolais qui sont en contact avec les Rwandais et j'encourage ce genre d'initiative. Moi aussi, je vais essayer de reproduire ça à travers mes réseaux et essayer aussi de vous avoir à un direct, à une émission chez moi qui va permettre aussi à d'autres Congolais de comprendre qu'il y a encore des Rwandais qui partagent notre cause, qui participent avec nous dans ce combat pour la liberté du peuple congolais. Merci, merci infiniment. Le peuple rwandais, là, les Rwandais, la majorité des Rwandais n'est pas avec le Kagamistan. Le peuple rwandais est otage aussi du Kagamistan qui a pris le Rwanda par la force, par le feu, par le sang, à travers génocide, par les mensonges, par les manipulations. Et vraiment, on a dit plus jamais. Vous savez, on dit chez nous, on dit plus jamais de génocide, plus jamais de ci et ça. Mais alors, si on dit plus jamais, on doit dire plus jamais pour tout le monde. Donc, plus jamais aussi qu'un pays soit violé, pris par le feu, par le sang. Et ce qu'ils ont fait au Rwanda, c'est ce qu'ils veulent faire au Congo. Si on a dit plus jamais au Rwanda, pourquoi on laisserait ça passer au Congo? Donc, je trouve que c'est très important qu'il y ait cet échange et échange d'informations pour justement éviter que les gens répètent les mêmes erreurs alors qu'on a assez souffert et que c'est pas la peine que d'autres
payent encore le prix. Parce qu'on dit que les gens intelligents, ils apprennent des erreurs des autres. Hein? Et puis les gens là, et puis il y en a aussi qui attendent de subir, de faire leurs propres erreurs. Mais sinon, on peut aussi apprendre des erreurs des autres, comme ça, on ne va pas subir les mêmes choses. Donc, c'est très important d'avoir ce dialogue. Et puis, je vous remercie vraiment pour le travail magnifique que vous faites. C'est très, très nécessaire. Et ça va changer beaucoup de choses et ça va mobiliser les gens. Alors, je vais lire quelques commentaires seulement. Il y a beaucoup, beaucoup de commentaires et puis on va continuer. Mokparu Nzorokata qui dit « Les USA n'ont jamais été les amis du Congo. C'est à cause de la décision de Bill Clinton de déplacer le centre de gravité de l'Afrique centrale de Kinshasa vers Kigali qui est la cause de notre malheur. Et puis, il y a même un fan du Kagamistan là, qui est venu dire des choses. Donc, il est venu nous insulter. Ça, c'est des insultes en Kinyarwanda. Et puis, il est en train de dire Kagame 2024, comme s'il y avait même des élections dignes de son nom au Rwanda. Il n'y a pas des élections, mais ils sont là en train de se dire que Kagame 2024, alors qu'il n'y a pas des élections. Pourquoi même ils font un cinéma des élections? Ils pourraient épargner le peuple rwandais du cinéma des élections et puis ils pourraient se déclarer qu'il a même annulé les élections, il continue. Mais ils font ce cinéma des élections, ça va dans le sens de Ubgenge, là. Ils font tout un cinéma des élections pour faire, ouais, Kagame est aimé, tout le monde a voté pour lui, la population a voté 98%. En tout cas. Et puis, ces fans viennent nous insulter. Et puis, évidemment, il nous a même envoyé des espions au Canada parce que, bon, ils ne sont pas contents qu'on dénonce même à l'international. Ils envoient des gens pour nous saboter même au Canada. Mais bon, on continue parce que, encore une fois, là, la vérité est plus puissante. La vérité est très puissante, plus puissante que tous leurs mensonges. Donc, la vérité, là, c'est d'une intelligence supérieure. En fait, les gens se croient intelligents parce qu'ils sont capables de fabriquer des mensonges, mais la vérité est d'une intelligence supérieure. Parce que là, ça rentre même dans la divinité et dans la spiritualité, vous voyez. Donc, on va laisser les fans de Kagame là nous insulter parce que, bon, qu'est-ce que ça a à faire? Vraiment. Mokparu Nzorakata qui continue. Par cette décision des États-Unis, Clinton, ils sont responsables du génocide rwandais et sont grandement responsables de l'Holocauste au Congo. Mokparu Nzorakata qui continue. Aux États-Unis, les républicains embêtent les Arabes pour leur pétrole et les démocrates emmerdent les Africains. Il suffit de remonter l'histoire. Ah oui, oui, oui. La politique étrangère américaine, là, c'est basé sur cette politique de pillage et de destruction. Ils font l'argent. Ils font la guerre pour la guerre. Ils ne gagnent pas nécessairement la guerre. S'ils dépensent de l'argent pour vous détruire, ben, eux, ils ont gagné leur argent. Et puis, ils vont laisser votre pays en cendres et puis ils vont repartir. Ils se foutent complètement. Donc, quand ils trouvent des alliés locaux, là, c'est grave. Donc là, ils ont trouvé leur allié local dans le Kagamistan, là, c'est grave, quoi. Ils utilisent le Kagamistan pour détruire le Congo, c'est grave. Et Touye Antoinette, bisous, bisous, Touye Antoinette. Et puis, elle a